Basé dans l'état du Karnataka, le petit village de Hampi est niché dans l'enceinte de la ville en ruine de Vijayanagara, qui aujourd'hui doit son nom à cet ancien royaume. A l'origine, cette ville était entourée de 7 enceintes fortifiées qui couvraient une superficie de 43 km². Malheureusement, en 1565, après l'attaque conjuguée des musulmans de Décan et de 5 autres royaumes alliés, dont le Bijapur, Vijayanagara s'effondre sous les boulets de canon et ses richesses sont pillées. Les stigmates des guerres passées se lisent encore sur l'ensemble des temples qui ont réussi à tenir et qui aujourd'hui s'inscrivent sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. On en compte pas moins de 400 répartis sur des milliers de kilomètres carrés, dont une grande majorité a été fermée au public afin de prévenir tout risque d'affaissement. Le temple principal et si caractéristique d'Hampi, qui s'élève en son centre, est celui de Virupaksha. Très fréquenté par les prêtres et les pèlerins, il est dédié au dieu Shiva. Mais c'est en s'enfonçant un peu plus dans la pampa, aux alentours, que l'on découvre d'autres temples qui attirent notre attention. En effet, d'insignifiants petits détails n'échappent pas à un œil avisé et ne sont pas sans rappeler les mystères anecdotiques des procédés de construction relatifs aux temples d'Égypte ou à ces incroyables édifications du Pérou. Alors là, vous voyez derrière moi ce mur de pierre et vous constaterez que la technique de construction n'est pas sans rappeler celle de ce fameux site qu'on trouve au Pérou, enfin de ces fameux sites comme Ollantaytambo et Sacsayhuaman. Vous voyez clairement en fait que ces pierres ont été, on va dire, disposées et taillées de la même façon. Même si alors là par contre on est dans un détail qui est vraiment vulgaire puisqu'on n'a pas ce degré de précision et ces jointures qu'on trouve au Pérou. Mais l'idée est là et vous voyez vraiment qu'ils ne sont pas forcément faciliter la tâche en travaillant et en érigeant ces blocs de pierre de cette façon. Parce qu'il a fallu quand même n'importe comment les tailler pour pouvoir les disposer ainsi. Vous voyez ici ce genre de détails. Bon, on voit qu'ils ont quand même, ils se sont donné quand même un peu de soucis pour faire entrer ces blocs les uns dans les autres et donc les tailler en amont. Voilà. Alors c'est pas le seul endroit. Vous voyez ici que c'est un peu la même chose. Voilà. Vous voyez ici, vraiment, on est venu suivre la courbe du rocher et on est venu mettre celui-là après en dessous, de sorte à ce qu'il s'épouse bien. Et comme vous pouvez voir, voilà, tout a bougé. Ce temple est complètement en ruine totale. Et on se doute que cette volonté de bâtir, donc, qui repose donc sur cette étude, plutôt ce principe antisismique, que ces Indiens, on va dire ce peuple, cette ancienne culture semblait connaître. Donc là on voit aussi pareil qu'ils se sont bien compliqué la tâche. Voilà, dans le souci de bâtir ce temple de cette façon, de poser ces pierres de cette façon. Voilà, ils ne sont pas vraiment non plus facilités les choses. Là vous voyez que la terre, ou plutôt le vent, a apporté de la terre donc entre les blocs. Donc probablement que ces blocs avaient bougé dû à un tremblement de terre ou un séisme. Et entre temps le vent a pu apporter cette terre. Voilà, et on voit clairement à ce niveau-là, vous voyez, voilà, que ces blocs venaient s'épouser parfaitement. Alors après, je ne peux pas juger du degré de finition. Vu l'état de ce temple, j'ignore comment c'était il y a 3-4 000 ans. Voilà. Mais si on regarde sur le côté, on s'aventure un petit peu, on voit que mine de rien, les coupes sont pas trop mal. Alors on est encore, je le dis encore une fois, très loin de Sacsayhuaman, mais encore une fois l'idée est là, quoi. Voilà, alors là je vous montre encore. Vous voyez, celui-ci il a été vraiment taillé pour venir se mettre entre les deux. Il n'est pas complètement droit, il est légèrement oblique. Voilà. Alors c'est marrant parce que dans toutes les cultures, dans tous ces lieux qu'on retrouve sur Terre, c'est toujours le même principe de disposition et de taillage de pierre. Bon, après le degré de perfection diffère, mais on retrouve ce principe quand même en Inde, comme quoi il y avait peut-être une culture commune ou un savoir commun à un moment qui a été pourquoi pas donné aux hommes, appris aux hommes de l'époque. Voilà.
dans une énigme qui rejoint en fait celle des immenses blocs que l'on trouve dans les temples d'Égypte et même au Pérou dans certains lieux. On voit des blocs énormes de plusieurs centaines de tonnes, je pense, qui ont été montés à plus de 10 mètres de hauteur et tout simplement posés sur cette arche et qui constitue cette arche. Regardez la taille de ce bloc. Donc monté et hissé tout en haut, au sommet. Voilà. Ça fait partie d'une performance que je pense qu'il est difficile d'expliquer et qui rejoint le mystère de certaines constructions, d'autres temples partout dans le monde, pour lequel la problématique est toujours la même, à savoir, on a des blocs de plusieurs centaines de tonnes, hissés et montés, et tout simplement posés. Voilà. Alors comment ils ont fait? Eh bien ça reste encore un mystère. C'est toujours pareil, c'est la même histoire. D'après les spécialistes locaux, les anciens bâtisseurs auraient monté ces immenses dalles tout simplement en élevant le niveau du sol pour permettre aux éléphants d'acheminer ces impressionnants blocs de granit. Théorie difficilement concevable lorsque l'on réalise que cela consisterait à enliser volontairement les temples pour ensuite les désenliser. Au passage, il est intéressant de jeter un œil sur les photos de la reconstruction du site de Stonehenge et de voir comment en 1960, on acheminait et on montait des blocs similaires. Lorsque l'on voit le mal que se sont donné nos voisins britanniques, on se dit finalement qu'il aurait été plus simple pour eux d'utiliser des éléphants. Parmi tous ces temples, une poignée d'entre eux sont incontournables, particulièrement celui de Krishna, qui accueille à proximité l'imposante statue de Narasimha qui n'est autre que le dieu Vishnu dans sa 4e incarnation d'homme lion. À quelques mètres de ses pieds, l'amphore à son échelle pourrait presque représenter son bol. Échelle dite, en passant, très troublante et qui s'aligne sur les représentations de cette divinité que l'on trouve un peu partout, sculptée sur des bas-reliefs, jusqu'à son très fameux char traîné par des éléphants qu'on peut observer dans le temple de Vijaya Vitala. Alors, les anciens avaient-ils représenté Vishnu tel qu'il était réellement, ou le glorifiaient-ils ainsi en lui attribuant des dimensions démesurées? En poursuivant notre visite, c'est définitivement au temple de Ashyutarya que l'on peut observer quelques détails très intéressants qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Citons sa fameuse toiture et ses étranges autels cylindriques striés dont on ne sait rien. Alors là les friends, voici en fait un gros plan sur les structures qui constituent les toits de ces temples. Donc je vous avais montré tout à l'heure dans une vidéo en vue du dessous ces fameuses petites arches qui avaient été gravées. Et là vous voyez en fait que dans cette pierre on a vraiment travaillé ces sortes de parties. Alors j'ignore pourquoi. Donc on dirait des poignées peut-être pour les soulever ou les porter, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un travail très complexe. Surtout qu'à l'intérieur en fait c'est vraiment concave quoi. Hein. Donc voilà. Là on voit encore. Et parfaitement concave. On a pareil là ces sortes de striures ici, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. C'est partout pareil. C'est quand même, ils se sont donné beaucoup de mal dans les détails. Hein. On ne sait pas pourquoi ce genre de choses. Voilà. Alors voici un petit détail qu'on peut trouver sur ce site. Ce sont ces structures circulaires. Donc il y en a à peu près une dizaine disséminées sur tout l'ensemble du temple. Et alors ce qui saute aux yeux et ce qui est très troublant, comme vous pouvez le constater, ce sont les striures, les sillons qu'on voit sur cette pièce, qui sont d'une précision, je dirais, remarquable, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on doit avoir à peu près 2-3 mm entre chaque sillon, et c'est vraiment très précis. Donc par endroits ça a été un petit peu effacé, donc dû à l'érosion avec le temps.
Donc quand on arrive vers le centre, les sillons, les striures sont un peu plus espacées, mais ça reste en règle générale très précis et très régulier. Alors on pourrait penser que je veux dire, ces sillons ont été faits et réalisés grâce à par exemple une pièce centrale sur pivot. Donc voilà, donc au moyen d'une corde et avec de l'eau et avec un outil assez élaboré, on aurait pu justement en tournant faire ces sillons. Mais ce qui est troublant et ce qui remet en question un petit peu cette idée, c'est que les sillons se poursuivent après sur les flancs de cette structure qui, comme vous pouvez le voir, a été n'importe comment abîmée avec le temps, donc il manque des parties. Donc on peut imaginer qu'avant donc cette petite plateforme était complètement circulaire, mais sur toute sa surface, je veux dire sur toutes sur tout le contour, hein, si je puis dire. Voilà. Donc on se doute que ces sillons en fait devaient venir jusqu'en bas et que cette plateforme devait ressembler un petit peu à une sorte de cloche. Voilà. Donc dans quel but, on ne sait pas. Quelle était l'utilité de ces plateformes, on ne sait pas. Ça fait partie un peu aussi des mystères de ce site, voilà, pour lesquels on n'a pas vraiment toutes les réponses. Donc on en trouve comme ça vraiment une dizaine un peu partout. Et c'est vraiment le détail qui saute aux yeux quand on est sur ce site. Après il y a d'autres détails troublants, mais qui ne sont pas vraiment au niveau des temples, mais qui sont plutôt au niveau des rochers tout autour. Et ça, on verra ça un peu plus tard. Et vous verrez qu'il y a de quoi bondir sur place. Voilà une seconde. Voilà. C'est le Kif Kif Borico, hein. C'est un peu le même travail, hein. Là, je me rapproche un peu. Là on a une meilleure vue, plus de lumière. Voilà. Alors après, ce qui est assez marrant de constater, c'est que ces sillons ne semblent pas avoir été, je veux dire, gravés, creusés pour une utilité bien précise. On a plutôt l'impression que c'est la résultante en fait d'une action sur ce rocher ou par l'intermédiaire de ce rocher. Voilà. Mais après tout ça, ce n'est que des suppositions, on ne sait pas vraiment. Voilà, on continue la balade. Que dire encore de cette longue voie qui ouvre le chemin vers le temple de Ashyutaraya, qui dans sa configuration m'évoque la piste d'un aérodrome. Vision un peu farfelue, je vous l'accorde, mais qui néanmoins demeure très soutenue par les partisans de la théorie des anciens astronautes, pour qui ces anciennes divinités hindoues se déplaçaient à bord de Vimanas. Dans le secret du Mahabharata, le livre sacré indien, ces anciennes forteresses volantes permettaient aux dieux de se déplacer d'un continent à l'autre en parcourant les cieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo les friends. La prochaine fois, je vous présenterai un étrange artefact pour lequel le bureau d'archéologie du Karnataka n'a aucune explication et qui n'est pas sans rappeler le taillage des pierres de Pumapumku en Bolivie. En attendant, restez connectés et n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'aimerais vous montrer quelque chose de stupéfiant. Je crois qu'on a trouvé le jackpot de MP. On a presque l'impression que cette pièce a été usinée par endroits. Là, les faits sont là. Regardez la complexité donc, avec laquelle elle a été taillée, cette idole de pierre.